Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Stéphanie Mop Coaching. Ici, je vous donne des conseils en confiance en soi, applicables directement dans votre vie. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. On va parler de spiritualité. Parce que je pense que la spiritualité peut aussi vous aider à renforcer votre niveau de confiance en vous-même et en la vie. Pour parler de tout ça, j'ai invité Félix Malou. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec nous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Félix Malou. Bonjour Félix. Stéphanie, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Très bien. Très merci. bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, merci de m'avoir invité. Alors Félix, tu es toi aussi coach de vie et entre autres auteur du blog Sois conscient. Tu es aussi enseignant spirituel et surtout, j'aimerais parler aujourd'hui de ton premier ouvrage, Oui. La divine réalité virtuelle. Donc c'est vraiment un livre que j'ai adoré lire Merci. et c'est pour moi une invitation à la spiritualité. Et donc dans ce cadre-là, parce que pour moi tu es un peu la référence en matière de spiritualité, on en a parlé il y a quelques temps, c'est un domaine que je connais très très peu, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est une nouvelle perspective pour moi. Et alors j'aimerais te poser quelques questions. Avec plaisir. Et la première est en fait, quelle serait selon toi, en une phrase, la définition de la spiritualité ? Alors, bon, c'est clair qu'il existe beaucoup de définitions sur la spiritualité, mais celle que je vais partager, c'est sur base de mon vécu. Donc la manière dont je vis la spiritualité, dont je l'expérimente et dont je la traduis dans mon quotidien. Pour moi, la spiritualité, c'est la redécouverte de sa vraie nature. Donc c'est se rendre compte progressivement, ça peut être instantané, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui parlent d'illumination et ce genre de choses, mais c'est une redécouverte progressive sur qui l'on est vraiment soi-même. Et quand je dis qu'il en est soi-même, c'est dans toutes ses dimensions. C'est la dimension physique, donc qu'il en est avec son ego, sa personnalité, mais c'est également ce qui est au-delà, qu'on semble ne pas percevoir, mais qu'au fond de soi, on sait qu'il existe, parfois et souvent inconsciemment. Et donc c'est découvrir progressivement tout cet aspect de soi-même et se rendre compte, surtout le plus important, c'est qu'on n'est pas qu'une personne qui subit la vie, mais on est une personne qui crée la vie. On se crée et on crée tout ce qui se passe autour de nous. Pas seulement sur base de nos actions, mais je parle en totalité. Donc à 100%, nous créons notre vie. Et donc la spiritualité, c'est ça, cette redécouverte progressive sur qui l'on est vraiment. D'accord. Et alors dis-moi, depuis quand est-ce que tu t'intéresses à tout ça ? Alors ça va peut-être paraître cliché, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc je suis né avec cet intérêt-là. D'accord. Ce qui m'a donné aussi très tôt dans ma vie l'impression que j'étais venu pour explorer ces choses plus en profondeur. Donc, je suis né avec ce besoin d'explorer l'humain, l'expérience humaine et la relation entre soi, son corps, sa personne et sa spiritualité en tant qu'humain. Et donc, je pourrais dire depuis toujours. Depuis toujours. Oui. Oui. Ça se ressent en tout cas quand on parle avec toi. Merci, bah oui, cool. Complètement. Et alors, j'avais envie de te demander, parce que quand j'ai lu donc, le titre de ton livre, La divine réalité virtuelle, j'ai trouvé que c'était très intriguant, très mystérieux. Et en fait, je me demandais comment t'es venue cette idée de titre pour ton livre. Alors, déjà, tu le remarques, la divine réalité virtuelle, c'est un titre assez contemporain, dans le sens où actuellement, avec la technologie, les gens sont très dans le monde virtuel, sur les réseaux sociaux, où les gens au final se créent des personnalités, se créent des avatars. Il y a tout l'univers du jeu vidéo, l'univers de la fiction. Et donc, c'est de là qu'est venu ça, dans le sens où j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Mais ce que j'ai aimé dans les jeux vidéo, dans tout ce qui est réalité virtuelle, c'est le fait justement de jouer un rôle, tout en sachant qui l'on est vraiment, mais d'être dans ce rôle-là et de croire que cet univers-là est réel, cette réalité virtuelle est réelle. Parce que la meilleure manière de l'expérimenter, de la vivre, c'est de la croire réelle. Voilà pourquoi
les livres, la fiction, le cinéma, toute cette industrie de l'amusement est focalisée sur le fait que pour qu'on puisse en profiter, il faut qu'on soit impliqué dans l'histoire, il faut qu'on y croie. Oui. Et donc, d'où le titre, je me suis dit, notre réalité, enfin c'est ce que je vis, notre réalité est en réalité un monde virtuel. Et pourquoi ne pas en fait faire la corrélation et utiliser la métaphore de tout ce monde numérique que l'on voit pour expliquer tout ce que je parle dans le livre en fait. D'accord. Tout ce que j'y explique. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le fait, ce que j'ai ressenti entre autres en lisant ton livre, c'est qu'on était vraiment responsable de ce qui nous arrivait. Donc j'aime bien cette idée qu'on crée notre réalité en fait. Ouais. Et dis-moi, à qui s'adresse ton livre? Alors, mon livre s'adresse à la personne qui le lira, déjà pour commencer. Je crois très sincèrement qu'il n'y a pas d'hasard et qu'on tombe toujours sur les choses parce qu'on a besoin de tomber sur elles au moment où on tombe sur elles. Donc, il y a des personnes qui ne tomberont pas sur mon livre, d'autres qui tomberont dessus, qui le laisseront tomber, enfin qui le laisseront de côté pendant un moment et qui reviendront dessus. Mais en fait, il s'adresse déjà à ceux qui l'ont. Et je pourrais dire potentiellement, c'est tout le monde. Oui. Mais surtout, maintenant pour être vraiment dans le détail, il s'adresse à toutes ces personnes qui s'interrogent sur le sens de leur vie et qui, au bout d'un moment, dans leur vécu, ont fini par en avoir marre de leur quotidien. Où ils se disent, ok, ma vie n'est quand même pas que ça. Ce n'est quand même pas que métro, boulot, dodo. J'ai l'impression d'être un peu comme le Kobe dans sa roue qui tourne. Et cette personne se dit, il doit y avoir autre chose derrière. Et on en revient aussi sur le fait que j'en parle comme étant une réalité virtuelle, ou une sorte de mascarade, une sorte de pièce de théâtre géante, la vie. Et c'est ça. Ce sont ces personnes qui se posent la question, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et qui suis-je moi vraiment, au-delà de cette apparence, au-delà de ce monde, au-delà de ma vie quotidienne? Et donc je réponds à ces questions dedans. D'accord. Et c'est pour ces gens-là. Tu y réponds très bien. C'est parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout ce qu'il y a dans ton livre, mais ça donne déjà un aperçu aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors maintenant, moi j'ai envie de parler des préjugés que j'avais au départ sur la spiritualité. Donc je t'en avais déjà parlé à l'époque. Oui. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est un domaine auquel je ne me suis jamais réellement intéressée. Mais voilà, tout à fait honnêtement, moi je me disais avant que probablement les gens qui s'intéressent à la spiritualité sont des personnes qui ne prennent pas forcément action et qui attendent plutôt que les résultats tombent du ciel. Aujourd'hui, je sais que c'est faux, ça c'est clair et net, mais ça me donne envie de te poser la question, comment, selon toi, on pourrait trouver l'équilibre entre la prise d'action et le lâcher-prise? Alors, ça me permet, et merci pour la question, ça me permet de réunir les deux concepts. Beaucoup de gens scindent la spiritualité et le monde physique. Ils s'imaginent que ce sont deux dimensions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et donc ce qui fait en sorte qu'on les met de côté. Lorsqu'on a un peu de temps, on se concentre sur sa spiritualité ou on médite, ce genre de choses, et sinon, il y a mon train-train quotidien, il y a ma vie matérielle qui, elle est bien tangible. Mais ça, c'est une fois de plus, c'est perpétuer l'illusion de la séparation. Et c'est ce dont je parle dans le livre, c'est-à-dire que dans nos vies, rien n'est réellement séparé. Le spirituel et le matériel ne sont que les deux faces d'une même pièce. Et l'un permet d'avoir accès à l'autre et vice-versa. Et le spirituel, le matériel, le monde matériel est spirituel en soi. C'est parce que nous sommes tous une conscience, donc on n'est pas que le corps, on est quelqu'un ou quelque chose qui se perçoit de l'extérieur en ayant un corps physique, on perçoit les autres. Et cette conscience-là, rien que ça, c'est déjà la dimension spirituelle de chacun. On n'est pas des robots un peu comme dans un jeu vidéo, vous voyez, il y a le personnage principal, celui qui joue, et puis tu as tous ces petits personnages qu'on appelle des PNJ, on va dire des personnes non jouables dans le jeu. Or, nous, on est un personnage qui est jouable et donc on sait qu'on est ce personnage-là. On est conscient de ce qu'on fait. Ces autres personnages ne le sont pas.
Ils sont juste des programmes. Mais nous, on sait. Donc, on a un corps physique comme eux, enfin, programmé de la même manière qu'eux, mais nous, on se perçoit. Et c'est ce que nous sommes tous. Et rien que cette dimension permet de voir qu'en soi, on est déjà des êtres spirituels. Maintenant, pour bien marier les deux, tout ce qu'on fait, donc on pose des actes, parce que moi, comme j'explique dans le livre, on passe par l'action. Tout se fait par l'action. La spiritualité, ce n'est pas juste être là en position du lotus et puis commencer à se dire ma vie va s'arranger et tout ce genre de choses. Non. La vie, c'est comme un jardin. Les actions qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on laboure le jardin, c'est ce qu'on plante dans le jardin. Et la spiritualité, c'est ce qu'on laisse émerger de ce qu'on a fait, posé comme action. Donc c'est savoir se détendre après son action, se dire j'ai agi du mieux que je peux, et je dois agir, parce que si je n'agis pas, il n'y a rien qui se fait. Mais maintenant que j'ai agi, je sais que la grande part de qui je suis vraiment, cet aspect spirituel de moi, qui est au-delà de ce que je perçois, mais que je sais qui existe, ça va prendre tout le reste en charge. Ça va faire pousser les plantes, ça va faire en sorte que mes actions vont avoir des fruits et des résultats. Il y aura des circonstances ou des coïncidences ou des synchronicités qui font en sorte que je rencontrerai telle personne à tel moment. Mais même pour pouvoir rencontrer telle personne à tel moment qui est crucial dans mon évolution, si je n'ai pas posé un acte, comme par exemple commencer à faire du coaching, ou bien postuler pour un nouvel emploi, ou bien aller à la rencontre de personnes, si je ne pose pas ce genre d'acte, ce genre de résultat ne peut pas avoir lieu. Et ce résultat-là, comme je l'ai dit, c'est l'aspect spirituel de soi qui le prend en charge. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur le lâcher-prise et l'acceptation, c'est-à-dire je fais du mieux que je peux dans ma vie, mais ensuite je lâche. Et je laisse la vie faire émerger ce qui doit émerger et je reste confiant. Voilà, parce que moi, je t'en ai déjà parlé, je pense que, et peut-être que les gens qui nous regardent aussi, je suis un peu dure avec moi-même, c'est-à-dire que même si je fais de mon mieux, je me dis toujours ça ne va pas assez vite, je n'ai pas les résultats que je souhaite assez rapidement. Et en fait, il y a une notion comme ça de ça doit être difficile. Et c'est vraiment ce que je suis en train d'explorer actuellement. C'est vraiment cette idée de faire de mon mieux, mais de me dire que je fais vraiment de mon mieux avec les moyens dont je dispose aujourd'hui. Et ça, tu le dis aussi dans le livre à un moment donné, c'est que voilà, vous pouvez faire peut-être encore mieux demain et vous le ferez, mais après, voilà, il faut un peu oublier tout ça et laisser les résultats finalement arriver. Oui. Et j'avoue que bon, ça fait quelques semaines que j'essaye d'appliquer tout ça, enfin plutôt que j'applique, j'essaye pas, j'applique, et j'ai déjà des premiers fruits en fait de tout ça. Félicitations. C'est très encourageant. Ensuite, bon, on peut se dire que c'est assez logique que quand on est stressé, on se bloque, etc., on est moins créatif et donc potentiellement on a moins de résultats. Mais c'est vraiment, enfin moi ce que je retiens de ton livre, c'est vraiment cet aspect-là en fait, de dire voilà, je continue à prendre action parce que moi c'est vraiment mon truc, enfin sur ma chaîne YouTube je parle beaucoup de prendre action malgré le doute, oser faire les choses. Mais voilà, j'aime beaucoup cette idée que ça peut aussi être, alors je ne vais pas dire facile parce qu'il faut quand même travailler pour obtenir ce qu'on veut, mais ça peut être fluide. C'est le mot qui me vient complètement à l'esprit en fait. C'est un bon terme, effectivement. Et est-ce que, à travers ce livre, tu as voulu transmettre un message en particulier ? Oui. En fait, la première chose, c'est pousser le lecteur à l'interrogation. Qu'il puisse se demander, et si j'étais plus que la personne que je vois dans le miroir ? Et si tout ce que je voyais, et si non seulement j'étais cette personne-là que je vois dans le miroir, mais si j'étais également tout le reste. Alors je sais que c'est une interrogation où certains n'arriveraient probablement pas jusqu'à ce niveau-là, mais moi je le dis parce que j'ai vu des personnes se poser cette question, parce que je me la suis posée également. Mais donc j'invite quand même le lecteur à s'interroger. Si j'étais plus que cette personne que je vois, et si j'étais non seulement elle, mais également tout le reste, les nuages, le ciel, les étoiles, les montagnes, les arbres, les rochers, les animaux et
les autres. Et si c'est le cas, cette impression que j'ai que les autres sont distants de moi, ou que j'ai l'impression que les choses sont matérielles, et si tout ça, en fait, en réalité, c'était une illusion, si c'était un rêve, un monde virtuel, mais qui est si habilement conçu, avec une logique si implacable, mais une logique qui se tient, qui nous donne l'impression que cela est réel, et d'où on l'appelle la réalité. Mais vous remarquerez que même dans vos rêves, même s'il y a des choses extraordinaires qui se passent, dans le cadre du rêve, vous croyez que cela a lieu et que cela est réel, que cela est logique. Et c'est la même chose. Et si ce que nous vivions ici n'était pas similaire à une sorte de rêve ou de monde virtuel. Et donc si tout ça c'est le cas, qui conçoit ce monde, habilement conçu, pourquoi et comment? Et donc je réponds à ces questions-là. Le qui, le pourquoi et le comment. Mais je parle également d'autres sujets comme le but de notre vie sur Terre, le rapport que l'on a à soi-même, au divin, peu importe comment on le conçoit, et à la vie, la manière dont la vie se manifeste, ce qu'est réellement Dieu. Je sais que c'est une question qui peut paraître très dans le domaine religieux, mais vous verrez, pour ceux qui liront mon livre, j'explique bien, je fais en tout cas la distinction pour ne pas tomber dans le religieux, et aussi qui nous sommes nous, comme je viens de le dire, au-delà du matériel. Et alors pour revenir sur ce que tu disais Stéphanie, j'aborde aussi des concepts comme déjà l'acceptation, qui est pour moi la voie vers la paix intérieure. Oui. Je parle aussi de l'action, qui est l'outil qui nous permet de manifester notre pouvoir créateur. Et ça veut dire que ce n'est pas l'action qui fait que les choses se créent, mais c'est l'action qui nous met dans un environnement propice pour que les choses se manifestent. Mais donc, c'est l'expression de notre pouvoir créateur, car si nous n'agissons pas, il n'y a rien qui se passe. Ça, je suis vraiment, comme toi, à fond dans l'action. Pas l'action compulsive et obstinée qui n'est ouverte à rien, mais au contraire, une action qui reste fluide, qui s'adapte aux circonstances, mais il faut agir dans la vie. Car si on n'agit pas, si on ne presse pas sur l'interrupteur, il n'y a pas de lumière. Et enfin, je parle aussi de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui, selon mon vécu, mon expérience, est l'essence de qui nous sommes. Nous sommes faits d'amour inconditionnel. Alors bien sûr, je peux développer dessus, mais on ne va pas passer toute l'interview, parce qu'il y a des gens qui se demanderont comment ça, je n'expérimente pas l'amour inconditionnel, comment est-ce que je peux être fait d'amour inconditionnel? Mais croyez-moi, si vous existez, c'est que vous êtes aimé inconditionnellement, peu importe par quoi. Vous pouvez appeler l'univers, la vie, Dieu ou vous-même. Rien que le fait d'exister prouve que vous deviez être là, inconditionnellement, peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous êtes. Et donc, l'amour inconditionnel, c'est ce qui nous a créés, c'est qui nous sommes, mais c'est aussi notre carburant. C'est-à-dire que sans petite démonstration à soi-même qu'on reçoit des autres d'être aimé inconditionnellement, souvent on dépérit. Donc, ressentir, se donner à soi-même de l'amour inconditionnel, peu importe qui l'on est, peu importe la nature qu'on pense avoir, c'est pour moi le meilleur moyen d'avoir une vie non seulement plus longue, mais aussi plus épanouie et plus heureuse. Et donc, j'aborde tout ça en utilisant la métaphore du monde virtuel, de la réalité virtuelle, pour que ce soit un peu plus contemporain. Et c'est vrai qu'en lisant ton livre, parce que moi je parle beaucoup de confiance en soi, mais derrière ça il y a aussi l'estime de soi. Oui. Et je me suis dit, mais quel réconfort en fait pour quelqu'un qui va lire ce livre, de lire qu'on a tous un rôle à jouer sur cette terre, puisqu'on fait partie d'un tout, et que voilà, on est important. Chacun d'entre nous est important, et donc je pense que c'est un livre qui est aussi qui offre de nouvelles perspectives sur la vie, mais aussi vraiment qui est très très réconfortant, parce que je sais qu'il y a des gens parfois qui peuvent se poser des questions sur leur existence, comme tu disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Enfin, moi j'ai des gens en coaching parfois qui se posent la question, je ne trouve pas ma place, etc. Et en lisant ton livre, La divine réalité virtuelle, on a des réponses qui font du bien en fait. Et ça fait sens. Enfin, je trouve que c'est tout à fait logique en fait quand on y pense. Merci. Surtout la manière dont tu l'expliques. Effectivement.
Et tu remarqueras aussi, puisque tu es coach, et n'importe qui t'écoute ou qui nous voit le sait, peut-être pas sous ces mots-là, ça n'a jamais été conscient pour beaucoup de gens, mais on se sent exister quand on est écouté et quand quelqu'un nous le... Enfin, quand d'une certaine façon la vie ou nous-mêmes ou quelqu'un d'autre nous montre tu es là, tu existes, tu as de la valeur. Et rien que ça, vous savez, ça c'est ça de l'amour inconditionnel. Et c'est exactement le message que je veux faire passer, c'est que si vous existez, c'est que vous deviez exister. Et il n'y a pas d'erreur. Beaucoup de gens se croient être des erreurs. Parce qu'ils ont été éduqués ou alors ils ont vécu certaines choses dans leur vie qui les a poussés à croire qu'ils n'ont pas de raison d'être. Ce qui amène plein d'autres circonstances qui vont avec. Mais en réalité, quand on va au fond des choses et qu'on met de côté tout ce qui a bien pu se passer dans nos vies, on se rend compte que si je suis là, c'est que je dois être là. Parce que si je ne devais pas être là, je ne serais pas là. Parce que pourquoi la vie, pourquoi l'univers ou Dieu te manifesterait si c'est juste pour que tu sois inutile? Alors tu serais l'exception à cette règle-là qui fait en sorte que toi, là, tu ne sers à rien. Non. Alors bon, bien sûr, ça ne veut pas dire que les gens doivent se dire « donc j'ai un but dans la vie, je dois absolument trouver, faire quelque chose ». Ça, c'est se mettre la pression, d'ailleurs, en plus. Rien qu'exister, c'est déjà beau. Rien que ça, accepter d'être qui l'on est, dans toutes ses dimensions, avec ses défauts, ses qualités, avec ses échecs, ses réussites, ce qu'on considère être réussite et échec, rien que ça, c'est déjà retrouver de l'estime de soi. Et à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé toutes les mauvaises herbes de son potager, on a complètement déblayé et on a laissé la place à une nouvelle terre sur laquelle on peut commencer à planter autre chose. Donc s'accepter soi, dans la manière dont on est, c'est faire table rase sur tout ce qui a bien pu nous arriver. Et à partir de là, on peut renaître et aller dans d'autres directions. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel. C'est se sentir valorisé, se dire « ok, j'existe, si je suis là, c'est que je dois être là ». C'est tout. Maintenant, à partir de là, je peux imaginer ce que je veux. Et donc, ça me donne envie de rebondir sur autre chose, c'est que sur base de ce terrain donc fertile, à partir du moment où on se dit voilà, j'ai ma place, rien que le fait d'exister, en fait, j'ai ma place ici sur Terre, ça peut donner aux gens qui peut-être aujourd'hui manquent de confiance en eux, ça peut en fait les inviter à oser créer ce qu'ils ont envie de créer. Parce que moi, c'est ce qui me passionne dans le coaching, c'est quand quelqu'un, tu vois ça aussi, quand quelqu'un vient nous voir pour des séances de coaching et nous dit voilà, j'ai envie d'atteindre tel objectif, et alors on sent que c'est quelque chose qui vient du cœur en fait, du fond du cœur. Ils ont envie de créer quelque chose qui va apporter, non seulement ça va leur faire plaisir à eux, mais potentiellement ça va avoir un impact sur d'autres personnes. Je pense que sans effectivement l'amour inconditionnel, on va avoir du mal à se dire qu'on est capable de créer quelque chose de positif. Absolument. Donc c'est vraiment, oui, l'amour inconditionnel, c'est la base en fait finalement. Oui. Je pense que c'est la base. Mais pour ça, ce serait utile de redéfinir ce que c'est l'amour conditionnel. En fait, c'est tout le reste de ce que nous vivons. En fait, la majeure partie des situations dans lesquelles nous sommes sont issues d'un amour conditionnel. C'est-à-dire, si je ne fais pas ça, je ne vaux rien. Si ceci n'a pas lieu, c'est parce que je n'ai pas cette valeur ou je n'ai pas ces compétences. Et donc, peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est, on y met une condition, un jugement. Et lorsqu'on se juge, on se sépare de soi-même en réalité. Tout à l'heure, tu disais, pour reprendre ce que j'écrivais, nous sommes un tout. Et le but de notre incarnation, notre vie, c'est de pouvoir expérimenter la distance, l'espace-temps, la séparation. C'est utile, ça permet de pouvoir jouer au jeu de la réalité virtuelle. Parce que s'il n'y avait pas cette illusion de la séparation, le jeu n'aurait de toute façon pas lieu. Mais on a besoin de ces interactions avec les autres qui sont en fait un reflet de nous-mêmes pour mieux nous connaître nous-mêmes. Mais donc, lorsqu'on amplifie la séparation en la jugeant, donc lui, il est mieux que moi, ce qu'on fait, c'est qu'on s'éloigne de soi-même, on se sépare soi-même, on se divise, on se tue en fait aussi. Et c'est ça, en fait, retrouver l'estime de soi, et la confiance en soi, c'est se réunir avec soi-même et se dire, ok, ce qui est, j'accepte ce qui est. Je sais que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas facile d'accepter, mais ça vient encore d'un travail qui peut être
fait en coaching ou en accompagnement, c'est de voir ce qui a amené une personne à se dévaloriser ainsi, à voir toutes les croyances limitantes et ainsi apprendre chacune, mais ce n'est pas les détruire ou les faire disparaître, c'est les transformer. Parce que toutes nos faiblesses peuvent devenir des forces. Oui. Tout ce qu'on pense être quelque chose, ça me bloque dans ma vie, quand on le transforme, on change le plomb en or. Et ça devient une force extraordinaire. Comme, je vais donner un exemple, moi par exemple, j'avais du mal à parler en public, surtout parce que je bégayais. Je parle de l'enfance et l'adolescence. Hein. Et c'est une faiblesse, c'était une faiblesse, on peut l'appeler comme ça, qui m'a poussé à me remettre en question. Et une fois que j'ai commencé à acquérir les techniques et la manière de me visualiser quand je parle en public, j'ai commencé à transformer cette faiblesse et à utiliser tout ce que j'avais comme défaut, comme étant, c'est comme un peu du fumier qu'on utilise pour faire pousser la plante, parce qu'on se dit oui, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, et le contraire de ça, ça peut être quoi, ça peut être quoi. Et ça, de sa faiblesse, on en fait une force, mais pour ça, il faut connaître la faiblesse. Tout à fait. Donc, voilà pourquoi j'encourage les gens non seulement à accepter leurs défauts, mais surtout à les aimer, parce qu'ils ne s'en rendent peut-être pas compte maintenant, mais ces défauts-là, ça va devenir des trucs extraordinaires une fois que c'est transformé. Oui. Et rien qu'en sachant ça, la perspective de ça, ça rassure. On se dit, ah, donc je peux devenir quelque chose par rapport à ça, grâce à ce problème que j'ai. Un autre exemple, moi j'ai fait plusieurs dépressions. Et j'ai eu plusieurs situations, mais bon, comme beaucoup de gens, on a des situations difficiles dans nos vies. Mais c'est parce qu'on les a, ces choses-là, qu'ensuite on peut mieux aider les autres. Déjà qu'on s'aide soi, mais qu'on peut mieux aider les autres. Si on n'avait pas vécu ça, on n'aurait pas pu. Et donc, rien que de se dire ça, directement, en fait, ça soulage. Je dis, oui, en fait, ce par quoi je passe, oui, c'est vrai, ça me fait souffrir. Ça ne va pas, je ne vois pas le bout du tunnel. Mais rien que d'avoir cette petite graine dans la tête, cette petite éclair de lumière qui dit « oui, mais ça va me servir. Parce que j'apprends à me connaître à travers cette situation. Et rien que ça, parce que je me connaîtrai mieux, j'aiderai mieux. Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi cette notion, là c'est mon cas personnel, mais par rapport à tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, moi ce qui m'a aidé à travailler là-dessus, c'était de me dire qu'ensuite je pourrais aider d'autres personnes. J'avais déjà cette idée en tête, bon, c'est venu assez tard, hein, vraiment l'idée de pouvoir transmettre ce que j'apprenais. Mais disons qu'à chaque fois qu'aujourd'hui j'ai certaines difficultés, parce qu'il ne faut pas croire que voilà, coach en confiance en soi, on n'a aucun problème. Non, c'est pas le fait, par exemple, de ne pas avoir peur, c'est le fait de ressentir certaines craintes, etc. et d'y aller quand même, de trouver des choses des techniques, on va dire, personnelles qui fonctionnent pour nous, en fait. Et vraiment, le fait de me dire à un moment donné, mais tout ce que je vais avoir du mal à faire, finalement, je vais trouver les solutions et partager ça avec, donc maintenant c'est ma chaîne YouTube, avec les gens qui regardent cette chaîne. Voilà, c'est assez... c'est un peu comme un jeu. Là, je reviens à cette notion de jeu. Exactement. Cette idée de défi à relever, mais sans forcer, sans être dur avec nous-mêmes, mais juste de se dire, voilà, de toute façon, j'ai confiance, je vais trouver la solution, et puis cerise sur le gâteau, si je peux transmettre ça à d'autres personnes, ce sera idéal, quoi. Alors, 2 points. Le premier, c'est je peux utiliser ça, parce que là, on parlait de cette analogie avec le jeu. Lorsque vous jouez à un jeu, peu importe lequel, s'il y a un blocage quelque part, quelle est la meilleure façon d'aborder ce blocage? C'est de laisser tomber pendant un moment. C'est de ne pas insister. Donc, de se détacher du jeu, faire autre chose. Et c'est ça qui permet de revenir avec un esprit plus frais. C'est ça aussi le concept de l'acceptation, de lâcher prise, de penser à autre chose, se détendre ou quoi, et ne pas être obstiné. Parce que plus vous êtes bloqué sur quelque chose, plus vous bloquez la chose. Et je ne sais plus ce que je voulais dire après ça.
Écoute, ça va peut-être te revenir, mais moi là, ça me fait penser à des mots que tu utilises. Tu as fait une combinaison de mots dans ton livre. Il me semble que tu parlais de force paisible. Oui. Et c'est vraiment ce qui a eu un impact, enfin, encore une fois, ce que je retiens le plus de ton livre, c'est cette idée qu'on peut être à la fois fort et en même temps avancer paisiblement. Justement, cette idée que si on a l'impression de trop forcer les choses, c'est peut-être qu'on n'est pas dans le bon. Et donc cette idée de force paisible, c'est quelque chose qui me parle énormément en fait. Parce qu'on a besoin des deux évidemment. Et voilà, j'avais juste envie de relancer cette idée-là parce que vraiment c'est pour moi ce qu'il y a de plus impactant en ce qui me concerne en tout cas. Et alors, Félix, tu as aussi un blog, soisconscient.com, qui est vraiment très beau aussi. Enfin, il y a des images magnifiques, c'est très esthétique et surtout le contenu est excellent. Merci. Les articles sont très agréables à lire, très bien écrits et on en retire toujours quelque chose. D'ailleurs, je te mets parfois des petits commentaires à l'occasion dès que j'y vais parce que je trouve ça vraiment très très bien fait. Et il y a aussi des petites citations sur ton blog. Et je me demandais, est-ce que actuellement, justement, tu as une citation préférée que tu aurais envie de partager avec nous? Oui, alors j'en ai beaucoup que j'ai rédigé. Oui, ah oui, voilà, celle-là, je pense qu'elle se met bien. C'est une citation que j'ai écrite, moi, ça fait quelques mois. C'est la vie, Dieu ou l'univers vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Et parfois, ça peut coïncider avec ce que vous voulez. Mais si ce n'est pas le cas, c'est toujours ce dont vous avez besoin qui aura lieu pour grandir. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez des intentions, vous faites du mieux que vous pouvez, mais vous laissez la vie avoir lieu. Parce que la vie va toujours vous apporter quelque chose qui vous permettra d'évoluer, ce sera toujours une leçon utile. Toujours, et je dis bien toujours, sans restriction, systématiquement. Parce que je sais que beaucoup de gens viennent me dire, oui mais non, ça ne me sert à rien. Mais ça c'est la perspective sur le court terme qui vous fait dire que ça ne vous sert à rien. Mais en fait la perspective sur le long terme, et ça peut être le très long terme, vous verrez que, ah oui, finalement, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. J'ai plus de confiance, plus de force, plus de charisme, plus de détermination et simplement plus de maturité. Et le fait voilà, de voir les choses sous cet angle-là, donc quand il nous arrive quelque chose qui nous paraît un peu difficile quand même, où on se dit mais tiens, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Le fait de penser donc, comme ça, de se dire ça va m'apprendre quelque chose, je vais, même si je ne sais pas encore quoi, à un moment donné, je vais comprendre pourquoi ça m'arrive. En tout cas, je peux grandir de cette situation. Encore une fois, je trouve que c'est très réconfortant et ça nous permet d'inclure cette notion de jeu. Voilà, ok, là c'est terrible ce qui m'arrive en ce moment, mais voilà, je vais comprendre plus tard et aussi réfléchir vraiment consciemment qu'est-ce que ça peut m'apporter, soit directement, donc sur le court terme, ou voilà, se laisser aller un petit peu, ne pas trop réfléchir et se dire tout simplement qu'on verra en tout cas plus tard en quoi ça a été bénéfique. Donc c'est vraiment réconfortant en fait, et ça permet de prendre action plus sereinement. Exact. Donc vraiment, moi je pense que c'est cette dimension qui me... Enfin, je me répète, mais c'est vraiment cette dimension personnellement qui me manquait. C'est ce côté, voilà, prendre action, oui, mais ne pas trop vouloir forcer les choses non plus. Et parce que c'est quand on est justement plus paisible, plus serein, qu'on arrive à créer, à mieux créer en fait. Et à transformer ce qui nous est arrivé. Voilà. Pourquoi je dis ça, pour rebondir sur ce sujet, c'est parce que j'ai beaucoup de commentaires, des personnes qui reviennent vers moi lorsque je dis qu'on crée sa réalité, on crée ses circonstances. Oui. On ne le fait peut-être pas consciemment. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ego et la personnalité qui dit je vais aller me créer des problèmes, quoique certaines personnes le font. Mais bon, voilà, ce n'est pas cet aspect de soi qui le fait. C'est l'aspect de soi plus grand auquel on n'a pas encore accès, mais qui est soi, qui est tout ce qu'on voit,
qui est soi, mais ce n'est pas la personnalité, l'ego où je me dis, moi, Félix, c'est moi qui suis allé chercher ce problème. Beaucoup de gens viennent me dire, et je vais citer des exemples, beaucoup de gens viennent me dire, oui, mais est-ce que tel enfant a choisi d'être abusé lorsqu'il était petit? Est-ce que telle personne a choisi d'être violée? Est-ce que telle personne a choisi d'avoir un accident de voiture qui l'a rendu handicapé toute la vie? Et je cite ces exemples bien spécifiquement parce que ces 3 exemples, je les vis autour de moi. Et je me rends compte qu'à travers ces personnes-là, lorsqu'elles sont accompagnées, mais ou même par elles-mêmes, malgré ce vécu-là, et je dirais même pas malgré, grâce à ce vécu-là, aujourd'hui elles sont des personnes extraordinaires, parce qu'elles ont réussi à transcender ce qui leur est arrivé, à le transformer du plan au nord. Donc, la circonstance, oui, d'un point de vue humain, on peut la juger comme étant négative. Elle est dramatique dans certains cas, et les conséquences peuvent s'étendre sur plein de familles en même temps, et toucher beaucoup de monde, et créer d'autres petits drames. Mais pour l'individu lui-même qui a vécu cela, si cette personne se remet en question en se posant en se posant les bonnes questions sur l'utilité de ce qui lui est arrivé, pas en se disant oui, il y a sûrement une utilité, mais sans vraiment y croire, mais vraiment se dire ok, c'est vrai, j'ai vécu ça, mais qu'est-ce que je peux en tirer? Ces personnes-là se transforment toujours, et je peux vraiment vous dire que ces personnes-là deviennent magnifiques, parce que quand vous côtoyez ces personnes qui ont transformé leur vécu, ces personnes rayonnent d'une énergie et d'un charisme, et elles ont une telle facilité à pouvoir utiliser leur vécu pour aider les autres en guise d'exemple. Parce que l'humain ne vit que par l'exemple. On a beau sortir toutes les paroles qu'on veut, mais c'est vraiment ce qu'on fait qui montre qui on est. Et c'est ce qu'on fait qui montre aux autres ce qui est possible d'être fait. Et lorsque une personne est passée par ce genre d'abus, viol ou meurtre ou décès ou maladie grave, accident grave qui rend paralysé, quand ces personnes-là passent par là, transforment ça et deviennent ces personnes qui assument leur vécu et qui, grâce à ça, donnent des exemples sur voilà, moi je suis passé par là, on peut tous passer par là et on peut tous devenir quelqu'un d'heureux, d'épanoui, qui vit très bien dans cette condition-ci avec ce corps que j'ai après l'accident par exemple, ou après ce vécu-là. Et d'ailleurs maintenant ça me permet de mieux comprendre les femmes, je comprends mieux ceci, je comprends mieux cela. Et ça, qu'on voit ce genre de personnes, on a envie d'être comme eux, même si on n'a pas vécu la même chose qu'eux, on a nos propres problèmes, mais on se dit si elle ou lui peut y arriver, mais on peut tous y arriver en fait. Voilà. Donc voilà en quoi le vécu, qui peut être dramatique et traumatisant, peut être utile. Mais il faut commencer déjà par le voir comme ça. Et pas se focaliser en se disant, oui c'est vrai, mes petits problèmes, mes factures, mes dettes ou les impôts, ou mon stress ou ma dépression, c'est un problème, mais tout ça, la guerre et tout ça, oh non, pourquoi est-ce que les gens choisissent, pourquoi est-ce que Dieu permettrait que ça ait lieu, ou pourquoi est-ce que les gens choisiraient de vivre ça selon ce que tu dis, Félix, qu'on crée sa réalité? Ben voilà, parce que ça peut servir. Oui, c'est une question, on en avait parlé entre nous un petit peu de tout ça. C'est vrai que c'est la chose qui me perturbait un peu, c'était ça. Voilà, les gens qui ont peut-être une certaine maladie, je me disais, voilà, ils n'ont pas forcément choisi. Mais tu réponds parfaitement à cette question qui me tient beaucoup à cœur. Et je pense que pas mal de gens se sont peut-être fait la réflexion en nous entendant parler depuis le début. Donc c'est très très bien que tu en parles. Et écoute Félix, l'interview touche doucement à sa fin. Et justement, je voudrais te demander, où peut-on se procurer ton livre? Alors, pour l'instant, il est donc en format livre de poche et e-book sur Amazon. Donc, vous vous connectez à Amazon, vous cherchez La Divine Réalité Virtuelle ou mon nom, Félix Malou, et vous allez directement le voir. Voilà. D'ailleurs, je vais aller te laisser un petit commentaire sur Amazon. Je ne l'ai pas encore fait. Ah, super. Je sais que quand j'ai refermé le livre, je t'ai envoyé un petit message avec mes impressions. Et donc, si vous achetez le livre de Félix et que vous avez envie de laisser un petit message, n'hésitez pas. Et ça m'amène à la dernière question que je voudrais te poser. C'est comment on peut te contacter pour les gens qui se sentent attirés par ton énergie, qui entendent ton message? Où peut-on te trouver? Alors déjà, sur tous les réseaux sociaux pratiquement, vous cherchez Félix Malou, vous me trouverez. Donc Facebook, Instagram,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réseaux sociaux encore? Où est-ce que je suis? Je je suis sais- sur Twitter aussi. LinkedIn. Et je suis sur LinkedIn. On a dit enfin, YouTube, tu as aussi. J'ai aussi une chaîne YouTube, tout à fait. effectivement, où j'y mets j'y ai mis des méditations guidées Oui. que je fais. Et puis, régulièrement, et d'ailleurs, dans quelques jours, je vais en poster des vidéos un peu plus sur la réflexion sur certains concepts, dont notamment, par exemple, la méditation ou des trucs dans ce genre-là, ou des choses du quotidien, mais avec une dimension spirituelle. Alors, bien sûr, il y a mon blog que tu as cité, soisconscient.com, dans lequel il y a mes articles et les citations que je publie. Et donc, bien sûr, il y a mon adresse email, felix.malou@soisconscient.com. Je suis aussi sur WhatsApp. Et voilà. Et on peut aussi prendre rendez-vous avec toi Et on peut aussi prendre rendez-vous en allant sur ton site. En allant sur mon site, en me cherchant sur WhatsApp, parce que je suis sur WhatsApp Business. Voilà. Oui, voilà. Il y a tous ces moyens. De toute façon, je suppose que tu mettras peut-être... Je vais mettre tous les liens que j'ai qui concernent Félix. Comme ça, vous pourrez choisir parce qu'il est très présent et très dans l'action. Hein, donc, j'en reviens à ce que je disais au début sur mon préjugé. Tu es la preuve que voilà, quelqu'un qui est vraiment spirituel, qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité, et peut être aussi quelqu'un qui est très dans l'action parce que tu fais énormément de choses. On va laisser les gens qui nous regardent te découvrir. Attends, je suis aussi sur Pinterest. Ah, tout à fait. En fait, je me rends compte que là... Tu es partout. Non, mais une de mes plus grosses activités, c'est quand même Pinterest parce que j'y publie mes citations et elles sont énormément partagées. Donc, merci à tous les gens qui les partagent parce que je les vois apparaître à l'autre bout du monde. Parfois, je me dis, ah, mais c'est ma citation, ça. Sur Facebook, ça réapparaît. Ah, mais c'est magnifique. Et donc, sur Pinterest, vous cherchez Félix Malou, mais aussi, surtout, Sois conscient. Et là, vous verrez toutes les publications que j'ai sur Pinterest. Et voilà, j'espère que vous apprécierez. J'en suis sûre, j'en suis sûre. D'ailleurs, en parlant d'apprécier, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, si vous nous avez regardé jusqu'à maintenant, c'est probablement que vous avez beaucoup aimé ce que Félix nous a raconté. Et dans ce cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on vous dit... rendez-vous peut-être dans une prochaine vidéo, on pourra refaire une petite interview comme ça. Mon point de référence en ce qui concerne la spiritualité, Félix Malou. Merci Stéphanie. Voilà, donc à bientôt et puis aimez-vous inconditionnellement. Voilà, très belle conclusion. Voilà. Aimez-vous inconditionnellement. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant de terminer éventuellement? Voilà, alors on termine là-dessus. Aimez-vous inconditionnellement et puis à bientôt.